j'avais écrit ce roman qui s'appelle Tom est mort, qui est quand même un roman de l'exil, qui est à la fois un roman du deuil et de l'exil en Australie. Bon, tous ces thèmes me sont très très proches. Tous mes livres, au fond, parlent de ça. Il y a eu une évidence à retrouver Ovide. Et voilà, là cette fois-ci, j'ai pris une traduction en GF d'un monsieur qui s'appelle Émile Ripper, qui est une traduction des années 20. Et elle est très louable et tout ce qu'on veut, mais c'était pareil, ce sentiment que c'était illisible aujourd'hui. Voilà, donc j'ai voulu lui redonner, c'est pas sa langue, j'en sais rien, mais une langue contemporaine, lisible aujourd'hui. Il se répète beaucoup, parce qu'il s'ennuie et parce que c'est une écriture qui raconte l'écriture, quoi. C'est une écriture qui tourne presque à vide par moments. La seule chose qui l'occupe, c'est d'écrire. Donc il se décrit lui-même en train d'écrire. Je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Thomas Bernhard, qui est un auteur autrichien qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Il y a comme ça chez Bernhard quelque chose d'ovidien parce qu'il se répète, il est totalement obsessionnel. Il répète tout le temps les mêmes thèmes. Alors, il fallait à la fois conserver cette écriture obsessionnelle pour ne pas le trahir, mais il fallait aussi de temps en temps un tout petit peu couper parce que pas. Bon, je veux dire, le lecteur, s'il s'ennuie, hein, il saute la page. Hein, c'est pas. Mais ça le regarde, le lecteur. Il lit ce qu'il a envie de lire. Mais je crois qu'il fallait que je coupe un peu parce que vraiment, aujourd'hui, la répétition en particulier de certaines métaphores ne nous dit plus rien. Ce qui me bouleverse, moi, dans ces lettres, c'est qu'on entend un homme, un être humain, qui a existé pour de vrai. Et c'est ça qui me troublait beaucoup, c'est que j'ai eu envie de le sortir justement de la bibliothèque, d'en refaire une autobiographie, quelque chose qui... je ne sais pas comment vous faire entendre ça. Souvent, enfin moi, quand j'avais comme ça votre âge, en gros, tous les gens de la bibliothèque étaient morts. J'étais presque étonnée d'apprendre qu'il y avait encore des écrivains vivants, quoi. Pour moi, on était publiés, rangés, morts. Voilà, bien morts, tranquille. Or, Ovide, certes, il est mort il y a 2000 ans, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est vivant, quoi. Quand je me penche, ces phrases, je voulais leur rendre leur vibration presque au niveau du larynx, quoi. Ces phrases, elles étaient dans le corps et la tête et la gorge de quelqu'un qui a existé en vrai. Alors, j'ai beaucoup écrit pour moi, enfin pour moi et pour les autres. Je sais pas, c'est déjà une vraie question, ça. Est-ce qu'on écrit pour soi? Bon, je sais pas. En tout cas, je peux pas m'en empêcher, j'écris. Donc j'avais quand même écrit 10 livres avant. Donc j'avais le droit de me reposer aussi d'une certaine façon. Mais effectivement, c'était de l'ordre du pas de côté. Enfin, voilà, j'ai une direction d'écriture. Je reprends toujours, moi aussi, de façon un peu obsessionnelle, les mêmes thèmes. Hein. J'en parlais avec une jeune professeure qui est là. Et là, l'écriture de Tom est mort avait été particulièrement dure quand même. Enfin, c'était un livre très sombre. Et traduire, c'était une respiration. Vous savez, c'est aussi très reposant pour un écrivain. Quand on écrit, on arrache tout de soi-même. Enfin, ça demande une énergie, ça vide énormément, quoi. Et là, le matin, quand je m'asseyais à mon bureau, j'avais déjà le matériau. Il y avait déjà alors j'avais le texte en latin et puis plusieurs autres traductions. Et je n'avais plus qu'à trouver ma propre phrase à moi d'Ovide, quoi. Et je n'avais pas, comme d'habitude, à tout puiser dans mon inconscient, dans mon imaginaire, et à faire cet effort énorme de trouver la phrase alors qu'il n'y a rien avant, quoi. Là, c'était un travail, je ne dis pas que c'était reposant, mais c'était autre chose dans ma vie, quoi. Cet homme-là m'a tenu compagnie, m'a accompagnée, et j'avais l'impression, ça s'est presque transformé en mission, quoi. J'avais l'impression que j'accomplissais ce qu'il ne cessait de demander depuis 2000 ans, c'est-à-dire qu'on l'écoute, qu'on l'entende, qu'on transmette sa parole. Il s'adresse tout le temps au lecteur, et ça c'est très troublant. Il dit « Ami lecteur, je n'ai plus que toi, je survivrai, mon nom survivra au siècle, mon nom passera les siècles, je m'adresse à toi lecteur ». Et c'est très troublant quand on lit ça et quand on le traduit. Et je me disais, mais enfin, il y avait presque un phénomène de fantôme, quoi. Cet homme est beaucoup plus lu aujourd'hui qu'il ne l'était quand il était le plus grand poète romain, et qu'en quelque sorte, entre guillemets, il vendait des best-sellers. Enfin, le système n'est pas comparable hein, à l'époque. Mais combien il avait de lecteurs à Rome? Je ne sais pas. À mon avis, peut-être 5 000, 10 000 maximum.
Aujourd'hui, Ovide a des milliers et des milliers et des milliers, peut-être des millions de lecteurs. Ça me trouble beaucoup. Et cet homme, au fond, a réussi à se faire entendre. Et voilà, et moi, je participe à mon petit niveau à ça, à ce cri qu'il ne cesse de pousser. Et ça m'émeut beaucoup. Est-ce qu'il existe beaucoup de femmes ayant écrit à l'époque d'Ovide? Non. Enfin, la grande poétesse antique, c'est Sappho, et je suis pas helléniste. Bon, bref. Et puis j'avais pas le choix. Comment vous dire? Je me suis pas dit tiens, je vais traduire un homme. Enfin, c'est ce texte-là qui me plaisait. Me mettre en quelque sorte dans la peau d'Ovide et retrouver une voix, c'est une voix imaginaire, hein, même si c'est traduit, j'essaie de retrouver un rythme qui est en français, qui n'est pas en latin. Donc il y a un travail d'imagination aussi quand on traduit. Ça me posait pas de difficulté particulière, ça. Quand je me suis mise à traduire moi-même, j'avais donc suffisamment maîtrisé les difficultés de latin. Donc j'ai repris le texte en latin en GF. Et quand j'y arrivais pas, je lisais en anglais. Donc il n'y avait pas cette barrière du français. Ça restait des langues totalement étrangères. Donc, et puis je suis entrée dans un rythme qui est très particulier, enfin, qui est très, qui m'habitait, quoi. C'est un rythme qui est à base beaucoup d'alexandrins, mais qu'on appelle des alexandrins blancs. Ça fait vraiment tititatitata, tititatitata, tititatitata. C'est une locomotive, quoi, tititatitata. Et de temps en temps, quand dans ce rythme-là, le sens n'entrait pas bien, quand j'aurais trop trahi le sens, c'était des octosyllabes qui venaient. Tatatatan, 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 tatatatan. Et alors ça alternait comme ça. Au début, j'avais même le projet trop ambitieux de faire alterner, comme il a fait au fond, alexandrin, octosyllabe, de trouver un équivalent de ces iambes. Mais là aussi, c'était trop forcer le sens. J'aurais dû trop casser. J'ai procédé par étapes, c'est-à-dire j'ai d'abord fait un mot à mot, quoi, littéral, avec donc des difficultés que je résolvais avec d'autres traductions, et puis en voyant justement qu'eux-mêmes s'en sortaient pas toujours très bien. Donc j'ai fait un mot à mot littéral. Parfois, immédiatement, dans ce mot à mot littéral, il y avait des vers, des alexandrins qui me venaient tout de suite, mais pas toujours. Et donc j'ai relu. Ce mot à mot m'a peut-être pris, je sais pas, 1 mois. Et après, les 5 mois suivants, j'ai relu, retravaillé, au point que souvent, justement, j'arrivais à des jolies phrases, quoi, en français, bel équilibre, jolie musique. Mais je sentais bien que c'était trop loin de ce qu'il avait dit. Et donc je reprenais le texte latin. Et parfois, j'étais catastrophée, quoi. Et parfois, tout était à refaire. J'étais beaucoup trop loin du sens littéral. Donc il fallait trouver, c'était sans arrêt une question d'équilibre entre le sens littéral du mot à mot et une phrase lisible en français aujourd'hui. Mais lisible selon mes critères, c'est-à-dire avec une rythmique poétique et la voix, ce que j'imagine être la voix d'Ovide. Et comme vous savez, donc petit à petit, il se met à apprendre le gète et le sarmate, la langue des barbares. Et ça, c'est bouleversant aussi. Cet homme tellement cultivé qui finit par accepter de pactiser, au fond, avec la barbarie. Parce qu'au début, il les a vus comme des monstres. Il était effaré par la population qui était autour de lui. Et c'est pour ça que j'appelle ça triste pontique, en hommage à Lévi-Strauss, vous savez, triste tropique. Parce que c'est aussi, sans le vouloir, il a aussi fait un traité d'ethnologie ou d'anthropologie. Il s'en fichait, lui, des barbares. Il ne voulait pas être là. Hein. Mais il a quand même fini par les regarder et par les décrire et par, en fait, trouver une forme d'amitié avec eux. Ça, c'est absolument magnifique. Les dernières pages, c'est extraordinaire parce que non seulement on voit bien qu'il se fait des amis, il rapporte des propos qu'on lui a tenus, il y a un vieillard qui lui raconte le mythe d'Iphigénie. Ovide est bouleversé de voir que le mythe d'Iphigénie a traversé le monde entier, a traversé toute la mer Méditerranée, et que c'est le même mythe qu'on raconte à Rome. Donc le monde n'est pas très grand au fond, même s'il est très loin. Quand je suis dans cette rêverie, au fond, il y a très très peu de choses qui peuvent me déranger. Et c'était pareil pour traduire, si vous voulez. Il faut atteindre une sorte d'état de concentration, que vous connaissez aussi quand vous travaillez. Mais je pense que c'est une concentration, disons, poétique. J'aurais du mal à la définir, mais où on est vraiment, enfin, où je suis vraiment, justement, je ne suis plus je. Enfin, je est un autre, comme disait Rimbaud. Mais c'est de cet ordre-là. On passe ailleurs, quoi, dans un nomadisme, dans un exil, ailleurs. Bon, il faut passer une certaine barrière. C'est presque une activité de méditation, voilà. Alors le latin, voilà, ça serait bien que ça disparaisse pas, ne serait-ce que pour ça, quoi. Mais
C'est une langue morte, mais elle n'est pas morte, puisqu'on la travaille encore.